Notre commission, avec à chaque fois notre rapporteur dédié au crédit du patrimoine, chère Sabine Drexler, s'est toujours attachée à défendre le patrimoine et surtout alerter sur la vétusté de celui-ci, les problèmes d'entretien et de sécurisation de celui-ci année après année, budget après budget et encore une fois gouvernement après gouvernement. Ça a à chaque fois été un combat pour le budget du patrimoine. Il aura fallu attendre l'incendie de Notre-Dame pour réagir et qu'enfin qu'il y ait un plan de sécurisation des cathédrales. Faut-il attendre qu'il y ait une telle catastrophe que ce cambriolage spectaculaire pour qu'enfin soit décrété un vaste plan de sécurisation, bien entendu du Louvre, mais je pense aussi à tous nos musées à Paris et en région, où se trouvent des connexions inestimables ici et là. Un récent cambriolage aussi dans un musée de province fait état de la fragilité du réseau des musées. Donc, ma question est simple, Madame la Présidente. Évidemment, il reviendra à la ministre de la Culture de répondre à sa question, mais vous qui êtes une professionnelle qui avez présidé aussi aux destinées d'autres musées auparavant, quel conseil immédiat, quel plan d'action immédiat pourriez-vous aider à définir pour que nous puissions nous attaquer à cette question qui est plus large en réalité, je pense, que celle du Louvre, même si le Louvre aujourd'hui est au centre de toutes nos préoccupations, il faut bien le dire. Donc ça, c'est ma première question. Ma deuxième question relève sur le trafic des œuvres d'art. C'est un sujet aussi qui a occupé notre commission. Nous avons rendu des travaux là-dessus suite au trafic dit des antiquités égyptiennes. Quelle est la chance raisonnable qu'il y a aujourd'hui à pouvoir espérer récupérer certains éléments qui ont été dérobés? Voilà, quel est l'état de la réflexion à ce stade, sachant que bien sûr toutes les autorités sont mobilisées avec des enquêteurs ici et là pour essayer de récupérer ce qui est récupérable. Pierre Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, pour la clarté, la loyauté de votre propos. Moi, je voudrais vous remercier de façon très, très solennelle pour votre attachement au service public, à la façon dont vous le défendez, dont vous l'avez défendu dans toute votre carrière. Je défends ici l'idée que les grandes institutions patrimoniales doivent être confiées à des personnes qui ont eu tout leur cursus au sein de l'institution patrimoniale. Ce n'est pas toujours le cas, je le regrette, mais en l'occurrence, c'est votre cas. Et je mesure de façon très forte ce qu'est votre meurtrissure, votre blessure, parce que pour un conservateur, perdre des objets, c'est évidemment ce qui est le plus terrible. Vous nous avez parlé, vous nous avez dit que les bâtiments avaient surperformé, les équipes aussi, depuis très longtemps, parce que vous avez fait face à une augmentation presque déraisonnable de la fréquentation de ce musée, sans que les moyens qui vous soient allés n'augmentent dans les mêmes proportions. Donc on arrive à un moment donné à un effet de ciseaux qui aujourd'hui se présente dans toute la crudité de ce crime horrible. Vous l'avez évoqué dans une note confidentielle du 13 janvier 2025, vous aviez ciblé tous les problèmes que vous nous avez rappelés. Cette note a été envoyée à votre ministre de tutelle, Madame Dati, mais je crois comprendre de votre entretien qu'elle avait aussi été envoyée au président de la République, à Monsieur Macron. Et ma question, qui est sans aucune arrière-pensée, qui gère le dossier du plan Nouvelle Renaissance du Louvre? C'est le président de la République ou c'est la ministre de la Culture? D'où viennent les arbitrages? Ils sont donnés rue de Valois ou à Matignon, ou à l'Élysée, pardon. À Matignon, sans doute pas, mais à l'Élysée, plus probablement. Il y a une question de fond. Quand vous envoyez cette note confidentielle, qu'est-ce que vous avez comme retour de l'un et de l'autre? Ce qu'on aimerait bien savoir aujourd'hui, si ces 80 millions, ils viennent de crédits supplémentaires qui vous seront affectés, dont pour l'instant on n'a pas vu l'origine dans le budget, ou si on vous demande de financer votre propre plan de remise à niveau sur vos fonds propres.
Et je dois rappeler ici, mais mes collègues le savent, que vous avez eu la décision très courageuse de limiter le nombre de visiteurs par jour à 30 000. Parce que vous nous aviez dit ici, lors de votre prise de fonction, qu'au-delà, ce n'était pas possible. Donc vous avez de vous-même limiter les moyens qu'aurait pu vous offrir une billetterie supplémentaire. Donc j'en viens à ma question, c'est 80 millions, est-ce qu'aujourd'hui vous avez la capacité de les trouver et à quelle échéance à partir de vos fonds propres, ou est-ce qu'il vous faut un budget supplémentaire? Et si c'est le cas, je le défendrai dans le cadre de la discussion budgétaire, Madame la Présidente. Monique de Marco. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente directrice, aujourd'hui, évidemment, le monde entier s'étonne du cambriolage dont le Louvre a été victime. Pourtant, je pourrais dire, il fallait s'y attendre. En 15 ans, 200 emplois auraient été supprimés au Louvre à tel point que certaines salles ne sont plus accessibles, faute de personnel. Je rappelle qu'en 2025, c'est 100 millions pour le patrimoine et les musées en moins dans le budget. Le Louvre aurait aussi perdu également 3 millions d'euros. Pour rappel, dans le prochain budget, c'est 200 millions en moins pour la culture. Aussi, sans moyens humains et financiers, nous ne pouvons plus préserver le patrimoine français à Paris, mais aussi en région. Je me permets de revenir sur les déclarations formulées lors de votre prise de fonction en septembre 2021. Alors que vous affirmiez vouloir rendre le Louvre plus serein et accessible au public français sans chercher la croissance infinie du nombre de visiteurs, comment justifier aujourd'hui un plan de plus de 800 millions d'euros transformant le musée en une hyper-attraction touristique pouvant accueillir plus de 12 millions de visiteurs par an? Le projet Louvre Nouvelle Renaissance, avec ce projet d'ouverture sur la Samaritaine propriété de LVMH et le déplacement de la Joconde dans une salle souterraine sans la moindre étude préalable, présente de nombreux risques techniques, alors même que de nombreux travaux urgents de sécurisation du site et de rénovation sont en attente. Ce projet, le Louvre Nouvelle Renaissance, s'inscrit-il encore dans une politique culturelle cohérente? Ou traduit-il désormais une volonté d'engager le Louvre dans une course à la rentabilité et à la privatisation? Ce changement d'orientation relève-t-il de votre propre initiative ou s'inscrit-il dans une impulsion politique plus large portée par l'Élysée et Rachida Dati, ministre de la Culture et également candidate à la mairie de Paris? C'est pour ça, Monsieur le Président, mes chers collègues, je me joins à mon collègue Yan Chantrel et je demande à notre commission d'auditionner Rachida Dati en tant que ministre de la Culture pour faire toute la lumière sur la situation du Louvre et des investissements en cours, comme ce projet Louvre Nouvelle Renaissance, mais également, et j'y tiens, sur la situation des 1200 musées en France, dont certains, faute de financement, sont dans l'obligation de restreindre leur entrée, et également de fermer des salles ou de fermer tout simplement. Aymeric Durox. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, responsable mais pas coupable. Cela pourrait rappeler un sketch des Inconnus. C'est en réalité le triste spectacle auquel nous assistons depuis dimanche, tant tous ceux qui ont une responsabilité dans cette humiliation nationale et même internationale se lavent les mains des conséquences que l'honneur leur commanderait pourtant d'assumer. Car en effet, la liste des manquements graves qui ont conduit à ce fiasco est grande et soulève de nombreuses questions. Comment se fait-il qu'un monte-charge aussi volumineux ait pu se garer à contresens de la circulation, au vu de tous, pendant 2 heures sur un trottoir donnant directement sur l'aile la plus sensible du palais, sans jamais être inquiété? Cette question a d'ailleurs été posée sans vraiment de réponse. Ce scénario de vol, pourtant évident, avait-il été déjà envisagé par la direction? Et si oui, existe-t-il des traces écrites de ce travail qui auraient pu permettre à la dite direction de renforcer la sécurité des fenêtres aussi facilement accessibles, comme elles sont renforcées d'ailleurs au rez-de-chaussée? Par ailleurs, le problème de formation du personnel se pose, même si vous y aviez apporté quelques précisions. Ce ne sont essentiellement que des agents de surveillance et pas de sécurité, comme dans d'autres musées à l'étranger par exemple. Est-il donc prévu de former ou d'engager certains personnels capables d'intervenir en cas de vol et pas seulement de filmer en direct? Enfin, la question de la solidité du blindage des vitrines se pose. La direction du Louvre a défendu hier auprès de l'AFP, je cite, « le progrès considérable en termes de sécurité des nouvelles vitrines ». Pourtant,
Une simple disqueuse à 250 € a suffi à les détruire en quelques minutes. Des tests de solidité avaient-ils été effectués au vu de la valeur inestimable des pièces entreposées, ce qui semble là aussi évident? Si oui, existe-t-il des traces écrites de ces tests? Madame la Présidente, au vu du degré d'amateurisme qui règne dans cette triste affaire, le peuple français demande des comptes et il veut des responsables. Le premier nom qui vient à l'esprit des citoyens est le vôtre, madame. Vous avez d'ailleurs apparemment eu le même raisonnement en présentant votre démission qui a été refusée et je vous salue pour cette décision. Le second nom qui nous vient à l'esprit est évidemment celui du ministre de la Culture, madame Dati, qui en a la responsabilité politique. J'espère que la décence la conduira à prendre la même décision. Je vous remercie. Jacques Grosperrin. Merci, Président. Madame la Présidente, vous avez dit tout à l'heure que c'était un drame et que les Français étaient choqués. Il n'y a pas que les Français, il y a le monde entier qui est choqué. Et nous n'avons pas besoin de cela en France en ce moment. Nous n'avons vraiment pas besoin de cela en France. Les journalistes de la presse étrangère se sont moqués de nous et à juste titre. Je voudrais dire trois choses. Tout d'abord, il y a beaucoup de musées qui ont été touchés, qui ont été cambriolés. Et pourquoi n'avez-vous pas entendu la Cour des comptes? J'ai entendu tout à l'heure que vous disiez, vous remettiez en question leur rapport. Mais néanmoins, depuis 2004, en ce qui concerne tout ce qui est schéma électrique, il semblerait que les choses ne soient pas tout à fait terminées. Je ne reviendrai pas sur la salle à manger, mais j'ai entendu que le département Antiquité Islam, qui a été fait il y a peu de temps, il y a moins de 14 ans, avait été rénové et qu'il ne demandait pas véritablement une action particulière par rapport à cela. La galerie Richelieu, ça a été dit tout à l'heure, moins de 75% en tout cas de caméras. Il y a vraiment une faillite périmétrique, mais aussi une faillite à l'intérieur. Vous dites avoir proposé votre démission à Madame la ministre de la Culture. Avez-vous véritablement écrit une lettre de démission? C'est une question importante et je souhaiterais que vous me répondiez par rapport à cela, comme vous avez répondu aux autres questions. Parce que moi, je m'interroge sur la surréaction du président de la République qui, je ne sais où, dit non, ne démissionnez pas. Je n'ose croire que c'est un moyen de protéger ou la ministre de la Culture ou le président de la République. Parce que derrière vous, il y a la ministre de la Culture et le président de la République. Ça serait à la ministre de la Culture, peut-être, à ce moment-là, pourquoi pas, de démissionner parce qu'il y a eu manquement. Nous sommes en France et à un moment donné, il y a des responsabilités et nous devons prendre nos responsabilités. Troisième point, je pense à nos amis du Louvre d'Abu Dhabi qui chaque année donnent au musée du Louvre 18 millions d'euros. Avec 18 millions d'euros, je pense qu'on aurait les moyens de pouvoir faire des choses, tant au niveau de la sécurité, vous en faites, mais sur d'autres choses aussi. Et lorsque vous dites que les agents, vous avez moins d'agents, mais vous nous avez expliqué fort bien tout à l'heure que ce ne sont pas les agents qui ont failli, mais qu'il y a eu autre chose. Donc vous auriez eu plus d'agents, ça n'aurait rien changé, madame. Donc moi, je pense que vous avez une responsabilité en tant que haut fonctionnaire. Et moi, je vous demande solennellement de présenter une lettre de démission à la ministre de la Culture, parce que c'est un signal fort. Les militaires l'auraient fait, les préfets l'auraient fait. C'est un signal fort que vous enverrez, en tout cas, à ceux qui défendent et qui aiment la République. Colombe Roussel. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, le cambriolage dans le musée du Louvre a été victime ce week-end, a suscité à juste titre de vives interrogations. Vous en entendez une partie aujourd'hui. Comment un tel événement a-t-il pu se produire dans le plus grand musée du monde et que l'on imaginait du coup et par conséquent être l'un des plus sécurisés du monde? Nous savons, et vos propos l'ont d'ailleurs confirmé, que l'ensemble des équipes du Louvre ont y effectué un travail remarquable, souvent d'ailleurs dans des conditions qu'ils dénoncent comme de plus en plus contraintes, voire dégradées. Mais je reviens là-dessus. La question posée n'est pas uniquement celle du musée, mais bien celle de l'État, de sa politique culturelle et des engagements pris et ou tenus. Et Yann Chantrel le rappelait à l'instant, depuis des mois, les établissements publics sous tutelle du ministère de la Culture alertent sur la fragilisation de leurs moyens. Et le Louvre n'échappe pas à cette réalité. Vous en êtes d'ailleurs tout à fait consciente, Madame la Présidente, dans la mesure où vous avez, en ce début d'année, on a vu dans la presse cette note du 13 janvier, fait parvenir à votre ministre de tutelle une note
partiellement révélés qui faisaient état d'un certain nombre de problèmes, dont celui du sous-investissement aggravé par la croissance soutenue du nombre de visiteurs. Et face à un incident de cette ampleur, la réaction de la ministre de la Culture, Madame Dati, ne peut pas se limiter à des déclarations à l'emporte-pièce, au dénigrement d'un rapport certes provisoire de la Cour des comptes ou à jouer à « c'est la faute de tout le monde, sauf la mienne ». Alors, je vais vous poser quelques questions extrêmement précises. Confirmez-vous, Madame la Présidente, qu'il n'est prévu de baisser pour 2026 la dotation budgétaire du Louvre, dotation budgétaire de l'État, du ministère de la Culture, de votre autorité de tutelle, de 105,6 millions d'euros à 100,4 millions d'euros. Pouvez-vous nous dire quelles ont été les réponses ou instructions apportées par votre autorité de tutelle, le ministère, la ministre de la Culture, à votre note du 13 janvier ? Vous nous avez dit qu'il avait été demandé en Conseil des ministres ce matin une accélération du plan de déploiement du schéma des équipements de sûreté du Louvre. Quels sont donc les engagements pris par votre autorité de tutelle, le ministère, la ministre de la Culture, en termes de crédit budgétaire, puisque vous nous avez fait la liste, c'est monsieur qui l'a fait, des différents impacts budgétaires sujet par sujet, quels engagements ont été pris, quel impact financier il y aura sur le budget 2026 si vous arrivez à accélérer ce schéma de déploiement, et sur les autres budgets, quels sont les engagements pris par votre autorité de tutelle pour vous accompagner dans l'accélération de ce déploiement. Agnès Séverine. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci à vous, Madame la Présidente, de vos réponses très éclairantes. Même si beaucoup de réponses ont d'ores et déjà été données et des questions posées, je voudrais d'abord revenir sur les dispositifs d'alarme lesquels vous dites ont fonctionné. Mais force est de reconnaître que le plus grand musée du monde a été cambriolé en quelques minutes. Et donc, c'est un échec. Vous l'avez vous-même reconnu, Madame la Présidente. Le ministre de l'Intérieur l'a reconnu également. Mais on ne peut pas dire aux Français que dans une telle faillite, il n'y a aucune responsabilité. En effet, on ne peut pas donner aux Français l'impression que personne n'est responsable de la protection des œuvres et, dans ce cas précis, de la sécurité du Louvre. Donc, j'aimerais savoir quelles leçons vous en tirez, et notamment en termes de mesures de protection de notre patrimoine. Et j'ai deux questions précises. La première, concernant la caméra extérieure qui ne ciblait pas en fait le balcon menant à la galerie Apollon, sinon l'alerte aurait été donnée. Les voleurs le savaient-ils? Et d'après vous, avaient-ils été informés? Une question également en tant qu'élu de Paris. Il semble que certaines caméras extérieures n'aient jamais pu être installées faute d'autorisation municipale. Confirmez-vous que la ville de Paris a refusé ou retardé des dispositifs de sécurisation autour du Louvre, notamment sur les quais, les accès de services ou les zones de monte charge? Et dans ce contexte, avez-vous alerté la mairie de Paris sur ces vulnérabilités ou demandé son concours pour sécuriser les abords du musée? Je vous remercie. Annick Billon. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, et vous, Madame, Monsieur, pour être venus devant la Commission. Merci pour la sincérité de vos réponses et pour votre engagement. Quête malfaiteur, un butin inestimable, 8 bijoux, un déroulement rapide d'une simplicité déconcertante, une émotion nationale légitime, une incompréhension partagée. Vous êtes meurtri, et on le comprend, nous le sommes également. Un point positif quand même qui n'a été que peu évoqué, aucun personnel, aucun visiteur blessé, aucune victime. C'est quand même un point, on peut se réjouir. Voilà, donc je voulais quand même insister là-dessus. Je voudrais aussi, à l'écoute de différentes interventions, partager avec vous ce sentiment que oui, les attaques personnelles ne sont pas les bienvenues, et le casse du Louvre n'a pas à être l'otage des municipales à Paris non plus, et des attaques personnelles dont vous faites l'objet ou dont certains ont pu évoquer aussi le nom de la ministre tout à l'heure. Le système de sécurité a été mis en cause.
Alors, j'ai quelques questions et la remarque, évidemment, moi je m'étonne, comme tous mes collègues, qu'un monte-charge installé pendant plus d'une heure puisse se garer en contresens sur un trottoir. Ça veut dire qu'il fait demi-tour. Au nombre de caméras qu'il y a à Paris, on peut s'étonner quand même que personne n'ait réagi, quelles que soient les personnes qui auraient pu réagir à cela, puisque dès qu'on laisse une voiture en stationnement à un endroit où on ne doit pas y être, on reçoit une amende très rapidement. Je reviens aussi sur un événement qui a été relaté il y a un mois, le 13 septembre 2025, un incident sur la porte-fenêtre donnant sur la scène de la galerie Apollon aurait été signalé. Un défaut provoquait des déclenchements intempestifs d'alarme. À la suite de cet incident, l'alarme aurait été désactivée. Pouvez-vous le confirmer? La porte-fenêtre a-t-elle été réparée? L'alarme remise en route? Si j'en crois les premiers éléments de vos réponses, a priori oui, mais c'est quand même assez troublant. Une deuxième question, mais je vais intervention très courte, Monsieur le Président, puisque de nombreux collègues se sont exprimés avant. Il a été question de la vitrine sécurisée. Il y avait auparavant des vitrines à vérin, selon les informations que j'ai, qui, dès qu'on s'en approchait, qu'on la touchait, en réalité, elle permettait d'être tout de suite enfermée dans une espèce de coffre. Cela semblait être un dispositif extrêmement efficace. Pouvez-vous nous confirmer que ces vitrines à vérin, ou pas d'ailleurs, nous confirmer ou pas, que ces vitrines à vérin auraient permis au cas du siècle du Louvre d'échouer? Je vous remercie, Madame la Présidente. Et peut-être, puisqu'il a été question tout à l'heure d'armes, est-ce qu'il, dans la réflexion de la sécurité, est-ce qu'il est question d'armer des personnels au sein du Louvre pour la surveillance? J'imagine que non. Premier. Oui. Allez, on continue. Jean-Gérard Premier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, de participer à cette audition avec clarté, précision et parfois émotion. Je ne reviens pas sur la sidération qui nous a tous frappés ici. Je ne reviens pas non plus sur la sécurité du Louvre, mais reconnaissez cependant qu'on peut être troublé par les extraits qui circulent déjà d'un prochain rapport de la Cour des comptes indiquant que les montants engagés pour la sécurité sont de faible ampleur au regard des besoins estimés. Pour ma part, mon propos va au-delà du Louvre, car je crois qu'au-delà de cette attaque, le cas du Louvre pose, à mon avis, la question plus large de la réorientation de notre politique nationale d'investissement pour le patrimoine, musées et monuments historiques. En cette période de disette budgétaire durable, je pense qu'il faut privilégier l'entretien courant sur les grands projets d'investissement. Et l'entretien courant englobe la question de la sécurité. C'est d'ailleurs l'avis du rapport sénatorial de contrôle budgétaire du Centre des monuments nationaux par la Commission des finances le 18 septembre 2024. Ce rapport préconisait de privilégier les dépenses d'entretien sur les grands investissements. Ces grands investissements, nous les connaissons. C'était récemment, je mets bien sûr à part totalement Notre-Dame, la Cité internationale de Villers-Cotterêts, 234 millions, qui a doublé par rapport au montant initial. Le musée des Sacs à Reims pour 36 millions. Le projet, vous l'avez signalé, du Louvre Nouvelle Renaissance est lui estimé à 800 millions d'euros. Mais dans le même temps, comment oublier que le CMN évalue à 270 millions les travaux d'entretien courants pour les 110 monuments historiques dont il a la charge. Mais il ne dispose que de 25 millions d'euros, montant d'ailleurs diminué quand l'État lui en a confié la responsabilité, avec des urgences signalées importantes et qui ne sont pas des moindres. Le Panthéon, les tours de La Rochelle, le Mont-Saint-Michel, les remparts de Carcassonne, le château d'If, la Sainte-Chapelle. Ma conviction est donc aujourd'hui qu'il faut mettre l'accent sur l'entretien, hélas moins médiatique que les grands projets, mais aussi apprendre peut-être à faire moins cher. Ce sera le propos que je tiendrai également à Madame la ministre de la Culture lors d'une prochaine audition de notre commission. Merci. Merci. Et enfin, le président Patria. Merci, ce n'est pas vraiment une question que je voudrais poser. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, merci d'être avec nous aujourd'hui. Il faut dire que je suis un peu choqué des attaques personnelles dont vous faites l'objet. Elles ne paraissent ni bienvenues, ni justifiées, ni être à la hauteur du problème qui nous occupe aujourd'hui. Alors il y a le temps de l'émotion, il y a le temps de la compassion, et puis il y a le temps de la manipulation des accusations, des boucs émissaires et des mises en cause. C'est facile, c'est habituel dans ce pays, comme si des drames comme celui-là, il n'y en avait pas toujours eu, et il n'y en aura pas d'autres, comme il y a dans d'autres pays.
le pays le plus grand en matière de sécurité n'a pas empêché que son président soit assassiné, même à plusieurs reprises. Je le dis comme tel parce que c'est facile aujourd'hui de chercher des boucs émissaires. Il faut chercher les responsabilités, mais ces responsabilités, bien entendu, elles doivent servir pour éclairer l'avenir, pour faire en sorte que les erreurs qui ont pu être commises ou les manquements qui ont pu être commis soient réparés. Non, tout ne s'est pas bien passé. Mais si mon cher collègue a les moyens d'éviter demain une France tout à fait où il n'y aura plus de drame, plus d'insécurité, plus d'accidents, plus de vols, plus rien, je lui souhaite bon courage. Il peut toujours donner des leçons, j'attends qu'on puisse le faire. Non, mais là, mon problème n'est pas d'attaquer les propos des autres. Mon problème est de dire, en l'occurrence, c'est vrai, le ministre de l'Intérieur a dit « nous avons failli ». Vous l'avez reconnu vous-même. Bien sûr, tout n'a pas été fait. Tout n'a pas été fait. Des mesures n'ont pas été prises. Ça arrive dans bien les domaines aujourd'hui. Il y a des responsabilités. Vous les assumez. Vous donnez votre démission. Je suis assez admiratif de cette décision. Je ne vois pas d'ailleurs en quoi la décision de Mme Dati pourrait changer quelque chose au problème de la sécurité du Louvre aujourd'hui, compte tenu qu'elle a commandé un rapport et que ce rapport, avec l'engagement du président de la République, permettait de faire ses travaux. Ce que je regrette, moi, et ma seule, au-delà des remarques qui ont pu être faites, mais mon seul regret, c'est que ça traduit aussi la lenteur de l'application des décisions dans notre pays. Et le problème des marchés publics, sur lesquels nous devrions revenir, Monsieur le Président, ici, fait qu'il y a une telle lenteur, une telle complexité, de tels obstacles, que cela, s'il y avait moins de difficultés, moins de lenteur, moins de normes, moins de difficultés par ailleurs, je pense que les travaux auraient pu avancer ou des mesures auraient pu être prises plus rapidement. Voilà, c'est un constat que je fais là. Je n'ai pas d'accusation à porter. Moi, je ne suis pas Fouquier-Tinville. Je suis là pour essayer de trouver des solutions pour l'avenir et pas forcément des responsables pour le passé. Merci. Moi, j'ai une dernière question à ajouter. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Quel est l'état de la couronne de... Ah, pardon, Michel Laugier. Alors, je pose ma Juste question. une petite question. Tu vous connais, c'est direct et c'est tout à fait pragmatique. Madame la Présidente, merci pour vos propos. On a beaucoup parlé de cette affaire-là, ce qui se passait à l'intérieur du musée, un petit peu de ce qui passait à l'extérieur. Pour bien comprendre les choses, j'aimerais connaître le périmètre des responsabilités à l'extérieur du musée. C'est-à-dire ce qui dépend du musée, ce qui dépend de la préfecture de police et ce qui dépend de la ville de Paris. Et donc, je rajoute ma question. Quel est l'état de la couronne de l'impératrice Eugénie qui a été... abandonné par les malfaiteurs, et puis peut-être un éclairage aussi, parce que vous avez évoqué les investissements en vidéo ces dernières années. Combien de caméras à l'intérieur du Louvre fonctionnent? Beaucoup de questions. Alors là encore, une petite prudence sur les informations trop précises concernant la sécurité du Louvre. Une fois de plus, nous tenons à votre disposition les éléments plus précis. Je ne vais pas évidemment ici dévoiler toute l'architecture de sécurité du Louvre. Ce serait plus que malvenu. Je vais peut-être commencer par quelques questions un tout petit peu pratiques qui ont lieu, qui avaient attrait à la fenêtre de la galerie Apollon, la question des vitrines qui avaient été implantées en 2019. Alors je commence par la fenêtre de la galerie d'Apollon. La porte-fenêtre donnant sur le balcon a fait l'objet d'une restauration et d'un renforcement lors des travaux de restauration que j'ai évoqués tout à l'heure de la galerie d'Apollon, qui donc avait été inaugurée, complètement restaurée le 27 novembre 2004, sous la maîtrise d'œuvre de l'architecte en chef des monuments historiques. La fenêtre porte donc des vitrages Stadip Printed anti-effraction. C'est un verre de Saint-Gobain de 10 mm d'épaisseur. Cette fenêtre a été dotée d'un système de fermeture et de verrouillage électrique avec 2 points de condamnation, un point bas et un point haut, en remplacement des précédents systèmes de fermeture historique, tiges de verrou, qui ont été maintenus seulement à titre décoratif et dans le cadre du monument historique. Il a été mentionné un incident qui a effectivement survenu le 13 septembre 2025. Les réparations ont été réalisées et les contacts de porte, tout comme le verrouillage des ouvrants en point haut et en point bas, étaient parfaitement opérationnels dimanche dernier, donc le 19 octobre 2025, au moment de l'intrusion. J'en viens aux vitrines, puisqu'il a été fait mention donc, de vitrines anciennes qui présentaient donc, les joyaux de la couronne. Nous réaffirmons que les vitrines installées en décembre 2019 représentaient donc un progrès considérable en termes de sécurité,
tant le degré d'obsolescence des anciens équipements était avéré et aurait mené sans remplacement à retirer les œuvres de la vue du public. Jusque dans les années 1980, les joyaux, moins conséquents aujourd'hui puisqu'il y a eu beaucoup d'achats du musée dans les années 1985-2010, tenaient dans une seule vitrine, fonctionnement de la façon suivante. À la fermeture du musée, le plateau descendait dans un coffre-fort et 2 volets se refermaient. Le lever et la descente étaient automatiques via une horloge minuterie réglée sur les heures d'ouverture du musée. Ce système ancien, datant des années 1950, posait des questions de sécurité, y compris pour la conservation des œuvres, puisqu'en s'abaissant, le plateau créait des vibrations qui ont causé des accidents à certaines des œuvres. Un nouveau mécanisme a donc été créé au début des années 1980. Il y a donc en fait 3 générations de vitrines, si je m'exprime ainsi. Il fonctionnait par un système de vérins permettant à des volets latéraux de monter et descendre, là encore selon un système de minuterie lié aux horaires d'ouverture du musée. Cet équipement était devenu inopérant et obsolète avec des phénomènes de blocage dans la descente des volets latéraux et plusieurs accidents ont été déplorés, mettant là encore en danger les œuvres. En outre, si une descente des volets latéraux était possible hors minuterie, elle ne pouvait se faire que manuellement par un agent qui en avait l'autorité, en l'occurrence le conservateur en charge, via l'ouverture du bas de la vitrine avec clé et code et jamais en aucun cas de manière automatique par simple action d'un bouton en cas d'urgence ou d'alerte. Donc, au terme d'études lancées en 2014, 3 nouvelles vitrines de haute joaillerie présentant toutes les garanties nécessaires et non plus une seule vitrine ont été commandées permettant de présenter donc l'ensemble de ces pièces. Et c'est donc 2 de ces vitrines qui ont été attaquées. Et ce qui est très frappant lorsque l'on est sur place, c'est qu'en fait les verres n'ont pas été brisés. Ils ont été fendus. Et en fait, les voleurs ont passé leurs mains, mais le verre a résisté. Et on voit bien que ce sont des vitrines de très haute qualité, mais qui, là encore, répondaient à un type d'action. C'était l'idée d'une attaque par arme qui était en tête en 2019 et non pas les matériaux lourds qui ont été utilisés pour le drame de dimanche dernier. Je peux peut-être là aussi passer la parole à Dominique sur un certain nombre donc, de précisions sur la question du stationnement du véhicule, puisque à plusieurs reprises cette question est revenue. Je pense que c'est important, Dominique, vous reprécisiez les choses. Je vais commencer par répondre à la question de monsieur, qui est en fait absolument déterminante quant à notre compétence en matière de vidéoprotection sur ces espaces. Cet axe est un axe qui relève de la préfecture de police de Paris. Au regard de la législation et de la réglementation qui concerne la vidéoprotection, même avec des caméras NEC plus ultra, même avec une couverture parfaite, nous sommes tenus de respecter cette réglementation. Cette réglementation nous limite sur l'emprise de notre vidéoprotection. Par conséquent, le stationnement, je rappelle que le quai François Mitterrand est un quai qui est large, le stationnement pendant plusieurs heures de l'autre côté du quai François Mitterrand, c'est une analyse que nous ne serions pas en droit de faire. Voilà. Je précise également, parce que c'est une question qui a été posée, que l'établissement public du musée du Louvre, établissement public administratif sous tutelle du ministère de la Culture, rendait compte, dépose son dossier relatif à sa vidéoprotection, le met à jour régulièrement, et donc rendait compte aux autorités, en l'occurrence la préfecture de police, sur sa vidéoprotection, et non l'inverse. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu une demande auprès de la préfecture de police d'installer des caméras ? Est-ce qu'il y a eu une demande faite par le Louvre et il y a un refus parce que si on comprend bien, il n'y a pas de caméra. Est-ce qu'il y a eu une demande du Louvre sur une installation de caméra ? Sur cet axe, je n'ai pas d'informations qui va dans ce sens. En revanche, sur d'autres espaces, nous avons eu des échanges prolifiques avec la préfecture de police qui ont mené à l'installation de caméras, donc à l'intérieur sur le domaine. Notamment sur le jardin du Carrousel, absolument. Notamment dans le cadre des Jeux Olympiques et des dispositifs de sécurité qui ont été mis en place à cette occasion. Je peux également parler de l'armement des agents. Les agents de la direction
de l'accueil des publics et de la surveillance du musée du Louvre sont des agents qui relèvent du Code du patrimoine. Ils ne relèvent pas du Code de la sécurité intérieure. La possibilité d'armement de ces agents n'est pas envisageable. Le sujet du recours à une sécurité privée armée est un tout autre sujet. J'opterai davantage, je penche davantage vers la proposition qui est faite par Madame la Présidente de l'établissement public du Musée du Louvre de s'appuyer sur des renforts d'effectifs de police. Je me permettrai donc de revenir sur le projet Louvre Nouvelle Renaissance qui a été évoqué à plusieurs reprises pour essayer de resynthétiser la nature de ce projet. Là encore, il part de constats, des constats que j'ai pu porter dès mon arrivée à partir de septembre 2021 et qui se sont affinés quant à l'état d'obsolescence et de dégradation, d'obsolescence des équipements techniques, de dégradation du bâtiment et des problèmes structurels d'accueil du public. Je rappelle que la pyramide, qui est un geste évidemment magnifique, qui décidé dans le cadre du projet du Grand Louvre, a été conçue pour accueillir 4 millions de visiteurs par an. Et en 1989, on pensait qu'on n'atteindrait pas ce chiffre. C'est une autre Europe. Nous sommes à quelques mois, l'inauguration à quelques mois de la chute du mur de Berlin, donc c'est vraiment une autre époque. Le principe, c'est le principe d'une entrée unique pour l'ensemble du Louvre. Si vous venez aujourd'hui au Louvre et que vous voulez aller admirer les Poussins en partant de la pyramide, c'est à peu près 25 minutes et en ne vous trompant pas parce que notre signalétique n'est pas toujours d'une clarté absolue et là encore je plaide coupable. Donc si vous voulez, nous partons de problèmes structurels extrêmement importants qui font qu'un établissement, à un moment, est dépassé par son succès et sa fréquentation. C'est la réalité touristique du monde d'aujourd'hui, on peut la nier, mais elle s'impose à nous. Et il faut aussi ne pas vivre ce succès du Louvre, cette attractivité du Louvre qui ne se dément pas au fil du temps. Il faut le vivre comme une chance pour le Louvre, pour le patrimoine français, pour l'attractivité de notre pays. Donc le problème, ce n'est pas d'accueillir 10 millions de visiteurs, ce qu'a fait le Louvre à deux années de suite, c'est de mal les accueillir. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe au Louvre. Et donc, si vous voulez, l'ensemble de ces constats, avec un Louvre en quelque sorte congestionné sous la pyramide, et je n'ai pas besoin d'insister, vous avez tous vu les files d'attente, le congestionnement, même si on attend en fait finalement pas si longtemps que ça, enfin, c'est quand même une entrée extrêmement resserrée. Je n'insiste pas non plus sur la présentation de la Joconde dans la salle des États. La salle des États, c'est la plus grande salle, muséographiquement parlant, du Louvre, 700 mètres carrés, qui présente une collection admirable de peintures vénitiennes auxquelles le public jette à peine un regard parce qu'on est obsédé de l'état d'avancement, de progression dans la queue pour pouvoir accéder quelques secondes, ce qui est évidemment un élément de frustration, devant cet admirable chef-d'œuvre des Léonard. Je rappelle que le Louvre est le seul musée au monde qui conserve 5 peintures de Léonard et la Joconde en fait bien sûr partie. L'ensemble de ces éléments, et je pourrais bien sûr détailler beaucoup plus fortement le projet, et aussi quelque chose qui me tient profondément à cœur, qui est l'esprit de ce projet. L'esprit de ce projet, c'est de sauver le Louvre de 2 pièges. Le piège d'une fréquentation, j'allais dire, purement touristique. Nous sommes tous touristes à nos heures, et bien sûr, mais d'une fréquentation qui ne serait plus que cet objet, alors qu'il est un objet, il est un lieu profondément au cœur de notre histoire et au cœur de nos valeurs, celle de la transmission d'un patrimoine et celle aussi d'un certain rapport au monde, qui s'accompagne d'un certain nombre de valeurs, qui sont celles de la reconnaissance de l'égalité des cultures et des civilisations. Je parle de la vocation universelle du Louvre, elle est au cœur de son fondement sous la Révolution française, et elle est au cœur, je pense, de notre monde aujourd'hui. Elle fait la distinction de la France dans son approche du patrimoine et de la culture. Le Louvre, ça n'est pas simplement la Joconde, c'est 9 départements de conservation. Et j'ai pu, grâce à la décision du ministère de la Culture et du Président de la République, en créer le 9e, celui dédié au département des arts de Byzance et des chrétientés en Orient.
qui ouvrira donc ses portes dans 2 ans, avec d'ailleurs un ensemble de rénovations, dont la présentation des arts de l'islam et de Rome, parce que pour la première fois, nous ferons dialoguer ces grands phénomènes civilisationnels qui ont occupé les mêmes territoires dans l'histoire du monde. Et donc, ça n'est plus un récit de cloisonnement, mais c'est un récit de lien, et c'est un récit global qui se met là encore en place. Je pense que cette question de la vocation universelle est importante parce qu'il faut que le visiteur de demain, qui aura l'occasion de pouvoir entrer par la pyramide ou par une entrée qui sera créée du côté de la colonnade, pourra accéder rapidement aux collections qu'il souhaite voir et pourra surtout circuler avec aisance dans l'ensemble des départements du Louvre et pouvoir voir la beauté, la diversité de ces collections, alors qu'aujourd'hui, nous vivons des phénomènes de concentration absolument terribles, que je viens de mentionner, et des aires aussi de fréquentation, des départements, des salles qui sont incroyablement peu fréquentées. Il faut faire respirer le Louvre dans l'entièreté de ce bâtiment magnifique. C'est le seul musée au monde qui présente une architecture qui s'écrit sur 8 siècles, avec une beauté architecturale admirable, des décors admirables et des collections non moins admirables. C'est exceptionnel. Et ça, c'est au cœur du projet Louvre Nouvelle Renaissance, c'est d'offrir ce récit complet, cette mise en valeur du patrimoine. Le projet de la nouvelle entrée mettra en valeur la colonnade que nous devons à Perrault, Lebrun et Levaux de manière admirable. C'est un des grands chefs-d'œuvre de l'architecture classique française, comme la façade de l'Exco à la Renaissance, comme le Louvre médiéval. Voilà, je veux dire, le Louvre, c'est une alchimie extraordinairement complexe. Et c'est bien ça qui est au cœur du projet Nouvelle Renaissance, c'est de redonner à nos concitoyens le goût du Louvre, la facilité du Louvre, avec une mission de service public, qui est celle de doubler l'accueil des collégiens. Le cap que nous a fixé le président de la République, c'est qu'une classe, une tranche d'âge de collégiens aient tous eu l'occasion dans leur scolarité de venir fréquenter les collections du Louvre. Je n'ai pas besoin d'insister devant vous, mesdames et messieurs, qui représentez notre pays, l'importance de cette fréquentation dans un récit commun, dans un lieu de cohésion. C'est ça la grande mission du Louvre. Je dois, en tant que présidente directrice, je me dois d'avoir une vision qui permette de concilier la fréquentation de tous nos visiteurs étrangers. Le monde entier vient à Paris pour le Louvre et veut l'admirer, mais je me dois aussi de transmettre ce patrimoine et de donner accès à nos concitoyens et de renforcer et d'ailleurs d'augmenter la fréquentation de proximité, la fréquentation parisienne, francilienne et de tous nos concitoyens. Donc c'est vraiment ça le cœur du projet Nouvelle Renaissance. Et pour le réaliser, évidemment, la rénovation des infrastructures est absolument essentielle. Et là encore, il ne s'agit pas, si nous ne faisons que réparer les infrastructures techniques, mais nous buterons sur les mêmes problèmes. Nous buterons sur les mêmes problèmes. Et croyez-moi, tous mes prédécesseurs que j'ai amplement consultés dans la réflexion autour de ce projet vous diront qu'on a réfléchi 25 fois à un nouvel emplacement de la Joconde, que certains d'ailleurs se sont avérés complètement déficients. On a été obligé de corriger immédiatement les décisions. Il faut un espace aussi dédié à la Joconde. Et vous le savez, le concours a été lancé en juin dernier. Les 5 agences qui candidatent, enfin qui vont proposer des projets, ont été retenues et annoncées il y a quelques jours. Ce sont 5 des plus grandes agences mondiales, des plus grands talents contemporains, alliés d'ailleurs, talents étrangers alliés à des agences françaises, et qui donneront ce nouveau chapitre dans l'histoire du Louvre. Sur le financement de ce projet, je voudrais que nous revenions, puisque la question a été posée, et c'est une question évidemment très importante, il y a 2 points, 2 aspects, le financement des schémas directeurs, et nous sommes au cœur des questions qui nous réunissent aujourd'hui, et le schéma des nouveaux espaces. Je vais peut-être passer la parole à l'administrateur général adjoint qui va vous détailler cette question. Sur la question des schémas techniques, 2 décisions ont été prises. Tout d'abord, le ministère de la Culture nous a informé, c'est la ministre de la Culture qui nous a annoncé qu'il y aurait une subvention annuelle sur plusieurs années de 10 millions d'euros, qui s'ajouterait aux subventions versées par l'État, permettant de lancer ces schémas directeurs. C'est sur cette base-là d'ailleurs que nous allons pouvoir engager les 2 schémas, le schéma directeur des équipements électriques et le schéma directeur des équipements de sûreté. À ces 10 millions s'ajoute également la mesure de tarification différenciée qui a été également annoncée par Madame la Ministre,
Cette tarification différenciée s'appliquera aux visiteurs dont la résidence est extérieure à l'espace économique européen et s'appliquera à partir de la mi-janvier 2026. Donc toutes les équipes se sont mobilisées depuis l'annonce de cette mesure pour arriver à la mettre en place, à la rendre effective dans maintenant quelques semaines. Cette mesure devrait nous rapporter, ce sont encore des estimations, environ 20 millions d'euros par an supplémentaires. Nous sommes encore en train de discuter, d'affermir la question du montant de cette surtarification dans le cadre de notre préparation budgétaire. Pour 2026, nous n'avons pour l'instant pas eu de notification de notre dotation, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement. Aucun courrier n'est arrivé. Donc nous sommes en train de préparer notre budget sur la base d'estimations, mais le ministère nous a annoncé des informations maintenant qui seront rapides. Sur les schémas, sur les tâches générales et sur les schémas que nous allons mener sur le plan technique, un point est très important, c'est l'ensemble des schémas que nous allons mener. Nous avons parlé du schéma directeur des équipements de sûreté. C'est un montant de 80 millions. Mais nous avons également mené un certain nombre d'autres schémas très importants. Et je rejoins un point très important, puisque on a également lu dans la presse que nous avions beaucoup traîné dans le cadre du schéma de désenfumage. On dit que ce schéma n'est toujours pas fini. Effectivement, il n'est toujours pas fini. Il reste la tranche de Napoléon, une tranche très importante, puisque cette tranche représente 11 millions d'euros. Cette tranche n'a pas été lancée, non pas parce que nous avons traîné, mais tout simplement parce que la maîtrise d'œuvre, quand elle a commencé à faire ses études de maîtrise d'œuvre, s'est rendu compte que les documents dont nous disposions et que nous avons mis à sa disposition ne correspondaient pas aux ouvrages exécutés visibles sur place. Donc toutes les équipes de la direction de l'architecture, la maintenance et des jardins a dû retravailler avec le maître d'œuvre pour remettre tout à plat. C'est cela qui explique effectivement que ce schéma ne soit pas actuellement terminé. On annonçait à notre arrivée à Laurence Descartes et à moi-même que ce schéma allait être lancé début 2022. Et effectivement, nous avons pris du retard, mais ça, ce n'est pas du retard parce que nous avons fait des arbitrages budgétaires défavorables, c'est simplement parce qu'il faut que le maître d'œuvre puisse faire ses travaux et avoir un plan très précis. Les circulations mécanisées, qui sont un point si important pour nos visiteurs dans un musée où en fait les niveaux se comptent en dizaines, les niveaux en termes d'étages se comptent en dizaines, puisque nous sommes dans un vieux palais, il y a des marches partout, 3, 4, 5 marches. Or ça c'est un point extrêmement pénible pour l'accessibilité de nos visiteurs. Nous avons 46 ascenseurs, il y a 32 escalators, 31 élévateurs, j'arrête la liste, ici on pourrait continuer. Tous ces schémas-là vont représenter un coût de 8 millions. La prochaine opération que nous allons lancer est une opération qui sera assez spectaculaire puisque c'est le remplacement des escalators qui se situent dans l'aile Richelieu, les grands escalators de côté nord qui sont si magnifiques. Cette opération va être extrêmement complexe à mener. Nous allons devoir amener des escalators par morceaux parce que voilà, la taille de ces équipements qui sont tous sans exception hors normes. Nous n'avons pas un seul équipement standard au Louvre parce que par définition c'est une création. Et nous n'avons que des équipements spécifiques. Il faut donc à chaque fois avoir des équipements spécifiques. Et tout cela a un coût très important. Un point également sur les réseaux de sprinklage, qui sont si importants pour la conservation de nos œuvres. Et qui est une obligation réglementaire. Ce plan de rénovation du sprinklage va représenter un coût de 7 millions. Il est inutile d'insister sur la nécessité, en particulier dans les réserves que nous avons encore où il y a des œuvres, je pense en particulier aux réserves des arts graphiques, où nous avons là des trésors, nous avons une collection absolument inestimable. Le réseau de sprinklage est évidemment, on va l'adapter d'ailleurs, mais c'est une question vraiment absolument centrale. Enfin, des choses beaucoup plus triviales. Sur l'aile du bord de l'eau où se situent les bureaux de la conservation, une partie des bureaux de la conservation, nous devons intégralement refaire le dispositif de chauffage, ventilation, climatisation. Nous en avons pour plus de 1 million. Donc c'est un petit point très technique, mais qui illustre en fait l'ampleur du sujet. Si on essaie de se redonner plus d'ampleur sur les vrais enjeux, nous allons travailler sur un plan climat. Et ce plan climat, en fait, il va représenter deux choses. Il va représenter l'adaptation du bâtiment, et il va représenter également l'adaptation de nos équipements techniques. L'adaptation du bâtiment, c'est tout d'abord travailler sur nos huisseries, sur nos verrières, sur nos toitures. Nous avons mandaté François Chatillon, l'architecte en chef du monument historique, qui d'ailleurs travaillera également sur l'aspect monument historique du projet Louvre Nouvelle Renaissance, pour faire un recensement exhaustif des huisseries.
On l'a mandaté. Nous disposions d'un premier état patrimonial fait par le précédent architecte en chef des monuments historiques. Nous l'avons remis à jour. Et c'est sur cette base que nous allons pouvoir ensuite travailler. Sur les équipements de chauffage, ventilation, climatisation, nous devons là également refaire l'intégralité des dispositifs. Et je peux vous annoncer également que nous travaillons sur des questions de géothermie pour travailler dans le cadre d'un plan climat. On comprend bien, on va peut-être pas tout détailler le plan. La question était surtout, est-ce que sur 2026, compte tenu de ce qui s'est passé, vous avez besoin de crédits supplémentaires pour accélérer, c'est le terme qui a été utilisé, je crois, en Conseil des ministres, pour accélérer la mise en œuvre du plan sécurité? Alors, le plan sécurité est en cours d'analyse. Nous allons le notifier, comme on l'a dit tout à l'heure, en toute fin d'année ou au pire au tout début d'année 2026. Nous devons retravailler avec la maîtrise d'œuvre et avec les sociétés qui vont être chargées de le mettre en œuvre pour voir si effectivement nous pouvons accélérer la mise en œuvre, et en particulier sur la question des caméras de surveillance en périmétrie, puisque nous voyons bien que c'est le sujet le plus important. Peut-être revenir maintenant sur des questions qui ont été posées sur les objets. Alors, monsieur le sénateur, vous vouliez des informations donc, sur la couronne de l'impératrice Eugénie, qui a été retrouvée donc, au pied du bâtiment. Elle a été effectivement assez endommagée, pas par la chute, mais probablement par l'extraction de la vitrine. Et là encore, je reviens sur le fait que les verres en fait, ont particulièrement bien résisté, et c'est bien parce que les ouvertures étaient en fait très limitées, pratiquées par les voleurs, que les objets, et particulièrement la couronne, a été en fait écrasée au moment de la sortie de la vitrine. Donc le département des objets d'art a pu récupérer, puisque l'objet avait été saisi par la police judiciaire, il a été récupéré hier par le département des objets d'art, et donc avec des premiers constats qui laissent entendre qu'une restauration délicate mais est possible, même s'il faut évidemment être encore assez prudent. C'est un premier constat d'état, mais c'est effectivement l'objet qui peut être sauvé évidemment de cette catastrophe. Madame la sénatrice, vous aviez évoqué la question du trafic d'œuvres d'art. Vous me permettez de dire que le Louvre est extrêmement engagé dans ce domaine. J'en donne pour exemple dans le cadre de la création du nouveau département donc des arts de Byzance et des chrétientés en Orient, tout le trafic par exemple des icônes liées notamment à la guerre en Ukraine est suivi de très près. Nous accueillons actuellement dans nos réserves un certain nombre d'œuvres de nos confrères du musée Hanenko de Kiev à la suite d'une opération donc d'évacuation de chefs-d'œuvre. Le Louvre a une réserve, vous le savez, très importante à Liévin, à côté du Louvre-Lens, qui a le statut de réserve refuge et qui peut donc accueillir des œuvres dans des conditions, lorsque les conflits ou les catastrophes naturelles sont évidemment créer des désordres en matière patrimoniale. Nous sommes très impliqués aussi en Irak, au Liban, enfin je passe, l'action internationale du Louvre est extrêmement riche. Je pense qu'il faudrait d'ailleurs interroger sur ces questions l'OCBC, qui est en première ligne et qui fait, vous le savez, preuve d'une immense compétence dans ces domaines et avec lesquels nous travaillons quotidiennement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai renforcé les équipes de conservation en matière de provenance et d'études, évidemment, pour l'ensemble des collections du Louvre, que ce soit dans un regard rétrospectif ou dans de possibles nouvelles acquisitions. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que le nombre de vidéos qui fonctionnent? Alors, là encore, Monsieur le Président, je me permettrai de vous réserver ces chiffres pas publiquement. Je préférais que nous partagions ces données de façon plus discrète.